Dans l'émission du jour, bien sûr, retour sur l'événement du week-end, l'officialisation du combat d'adieu de Dustin Poirier, sans oublier toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 28 avril 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Honneur au vainqueur comme on dit, et commençons donc avec Ian Gary, qui s'est imposé au terme de 5 reprises face à celui qui était jusqu'à maintenant invaincu au sein de l'UFC, Carlos Prates. En conférence de presse, il a commencé par remercier toutes les personnes impliquées dans son camp d'entraînement et qui donc ont accepté elles aussi, en dernière minute, de modifier tout leur planning pour les semaines à venir afin de l'aider à se préparer du mieux possible pour l'échéance. Il a aussi déclaré qu'il s'était très bien senti dans l'octogone, qu'il était le plus rapide ce soir-là, le plus clinique, donc comprenons, le plus propre techniquement, et il estime aussi que sa stratégie, son fight IQ était largement au niveau, et même s'il a tenté de mixer les choses avec la lutte, il tire quand même une certaine fierté à avoir dominé les débats debout. On peut s'en douter, puisque je rappelle que c'est le domaine de prédilection de son adversaire. Seul petit point d'ombre au tableau, le fait de ne pas avoir réussi à terminer avant la limite. Concernant cet adversaire justement, il lui a reconnu une très grosse puissance de frappe, une forte agressivité et une tonne d'expérience que l'on ressent très bien du Muay Thai, ce qui l'a poussé, lui, à être constamment en mouvement, à ne pas rester devant. Il se doutait bien d'ailleurs à l'entame de la dernière reprise que Prates allait plus que jamais mettre la marche avant. Il est aussi revenu sur les derniers instants du combat, dans lesquels on l'a senti plutôt en difficulté. Alors il le dit, j'étais toujours là, j'étais toujours conscient. Par contre, je voulais là aussi rester en mouvement. C'était en quelque sorte pour lui la seule façon de survivre, ne surtout pas se figer sur le dos et se retrouver avec un gros frappeur qui t'envoie du grand pound. Maintenant, il a aussi confié avoir besoin de revoir la scène pour l'analyser et bien comprendre tout ce qui s'est passé. Et puis enfin, pour conclure sur le combat, forcément, il n'a pas pu s'empêcher d'ajouter que son adversaire, lui, a eu, pour se préparer, un camp d'entraînement complet, ce qui n'a pas été son cas, comme ça l'avait déjà été lors de sa dernière apparition. En tout cas, il ne ressent aucune animosité envers le représentant de la Fighting Nerd, puisqu'il s'est dit prêt à l'aider dans le futur s'il en avait un jour besoin. Et pour la suite maintenant, le deal avec l'UFC, c'était qu'en acceptant de combattre samedi soir, il était officiellement nommé le backup fighter à l'occasion du combat pour le titre, qui aura lieu le 10 mai prochain entre le champion bien sûr Bilal Mohamed et son challenger Jack Della Maddalena, ce qui ferait, on peut le dire, un retour ultra rapide. Je ne sais pas si c'est très prudent de sa part, maintenant on sait qu'il veut s'écrire une grosse carrière, une grosse histoire, c'est forcément un moyen pour lui d'y arriver. Et puis, quand il se projette un peu sur ses 3 prochaines apparitions, il se voit devenir champion dès la prochaine, de préférence face à Bilal Mohamed, parce que c'est d'après lui celui qui a accompli le plus dans la catégorie, et l'histoire n'en serait que plus belle. Dans un second temps, il ferait face toujours dans son esprit à Islam Makhachev, qui déciderait donc de monter et de venir le challenger. Et enfin, pour la 3e apparition, l'heure de la revanche aurait sonné avec un certain Shavkat Rakhmonov. C'est vrai que là, le scénario pour lui, je pense, serait idéal. Je dis pas que ce serait facile, mais ce serait très beau pour sa carrière. Et puis enfin, parce que c'est Ian Gary et qu'il aime avoir un mot pour le reste de la catégorie, il a déclaré qu'il n'en avait strictement rien à faire de Joaquin Buckley et qu'à l'heure actuelle, dans la catégorie, le plus gros combat à faire était entre lui et le champion. C'était bien sûr en réaction aux propos de l'Américain qui lui avait demandé il y a quelques jours de ne surtout pas perdre ce combat afin que les deux puissent enfin croiser le fer très prochainement dans l'octogone. On continue avec Dana White qui lui aussi a donné sa traditionnelle conférence de presse d'après-combat et il a confirmé Ian Gary sera bien le 3e homme lors du combat dans une quinzaine de jours maintenant entre Bilal Mohamed et Jack Della Maddalena. Il a aussi évoqué le cas Anthony Smith et il le dit, ça fait mal au cœur de le voir partir sur ce genre de performance.
J'ai envie de lui répondre que ça aurait pu encore plus mal se passer. Quand on voit les dernières prestations de l'Américain, ça pouvait faire peur face à un jeune adversaire affamé qui est connu pour mettre des KO au premier round. Je pense que ça aurait pu être bien pire que ça. Maintenant, il le dit aussi, Dana White, on a de très bons rapports avec Anthony Smith. Il est souvent assis à la table des commentateurs ou des analystes, donc on risque de le voir de nouveau très régulièrement au sein de l'organisation UFC, mais plus dans la cage. Et c'est pas tout ce qu'il a déclaré Dana White, hein, puisqu'il faut savoir que Dricus du Plessis, contrairement à ce que laissait entendre la rumeur dernièrement, n'est pas blessé et le combat avec Khamzat Chimaev va se faire, c'est sûr et certain, mais nous n'avons pas à l'heure actuelle ni la date ni le lieu. Et puis il est toujours très confiant Dana White pour un combat cette année entre le champion incontesté des poids lourds John Jones et le champion intérimaire de cette même catégorie Tom Aspinall. Est-ce que on va avoir un dénouement un jour? Très sincèrement, je l'espère. Et on continue avec le débrief de cette carte et on a notre ami Dalby, le Danois. Ça s'est pas très bien passé pour lui ce week-end. Il nous a offert quand même du beau spectacle, hein, même s'il a fini face contre le sol. Un KO assez mauvais, un nez cassé bien sûr. Bon, il a rapidement réagi sur les réseaux sociaux en expliquant qu'il aurait dû mieux utiliser ses atouts, qu'il est forcément très déçu de perdre de cette manière, mais qu'il en tire quand même un peu de positif. Il est plutôt content lorsqu'il a été touché, lorsqu'il s'est fait casser le nez, de ne pas s'être éteint et d'avoir eu un sursaut d'orgueil, d'être sorti de son bouclier pour le citer, hein, on comprend bien, il a essayé de donner le tout pour le tout. D'ailleurs, il a réussi à envoyer son adversaire au tapis, quelque chose dont il est très fier, encore une fois, et puis il est heureux que ça aille plu au public et à l'UFC, ce qui lui permet de repartir avec un bonus de combat de la soirée, et puis il souhaiterait maintenant revenir le plus vite possible. On se doute bien qu'il va y avoir une sanction, comment dirais-je, une suspension de la part de la commission, mais peut-être que pour le mois de septembre, il sera déjà de retour. Et encore une fois, on ne parle pas du futur champion, bien sûr, mais c'est un combattant qui, à chaque fois qu'il entre dans l'octogone, nous offre du bien beau spectacle, qu'il gagne ou qu'il perde, bien sûr. Le bourreau d'Anthony Smith, Zhang Mingyang, lui, vise maintenant un combat contre Jiri Prochaska. Je pense qu'il y a un peu trop d'écart entre les deux au classement, mais c'est vrai que quand tu viens de battre un vétéran de cette manière-là, au premier round, il y a eu du sang, tu as été ultra dominant, tu l'as envoyé à la retraite, même si la retraite était prévue bien avant ça. D'ailleurs, chapeau à l'UFC de lui avoir fait ce type d'adieu à Anthony Smith avec la petite vidéo à la fin du combat et tout. C'était plutôt classe de leur part, j'ai trouvé. Et puis un combat contre Jiri Prochaska, forcément, ce serait l'occasion de se rapprocher de la ceinture. Pourquoi pas d'accéder tout de suite après à la ceinture? Maintenant, je suis pas convaincu que ça intéresse Prochaska. Et est-ce que l'UFC serait prêt à faire ça? Je ne pense pas que le Chinois ait encore assez prouvé pour l'instant. Mais c'est un sport dans lequel tout peut aller très vite. Le deuxième protagoniste du main event, lui aussi a réagi, Carlos Prates. Malheureusement, je n'ai pas pu finir le combat, je n'en ai pas fait assez. Désolé la famille, désolé les amis, je reviendrai plus fort. Mentalité de champion de la part de Carlos Prates. Il y a cru jusqu'au bout, on aurait pu avoir un doute sur son cardio, il a mis la pression. Moi je me suis dit au cinquième round, c'est peut-être fini pour Gary, attention, un autre coup assez mal placé, à la pointe du menton ou à la tempe, et ça peut être la fin. Yann Gary a tenu, c'est dommage pour Prates, maintenant il sait ce qu'il doit travailler, et espérons que ça se passe mieux pour lui la prochaine fois. On a Jack Della Maddalena aussi, bon il est assez attaqué hein, par Yann Gary qui dit qu'il ne mérite pas sa chance pour le titre après avoir passé un an hors de l'octogone, même si c'était à cause d'une blessure, hein, on le sait. Et Jack Della Maddalena, pardon, pense que Yann Gary se voit un peu plus beau qu'il ne l'est, et le fait d'avoir perdu contre Shavkat Rakhmonov, il ne le digère pas, il agit comme s'il avait gagné ce combat, mais une défaite, et puis ensuite battre Prates ne te donne pas le droit d'avoir une chance pour le titre. En tout cas, d'après l'Australien, bien sûr, on sait maintenant que l'UFC ne voit pas les choses sous cet angle. Et puis pour finir avec cette catégorie, on a Sean Brady, lui aussi qui est tout proche d'avoir sa chance pour le titre, hein. Il pourrait très bien être le prochain, au vu de son classement dans la catégorie en tout cas. Je trouve qu'il a la bonne mentalité, il prend les choses du bon côté et il le dit. Je sais que je suis le meilleur combattant au monde et si j'ai besoin de battre Shavkat Rakhmonov pour le prouver et ensuite avoir ma chance à la ceinture, alors je vais le faire. Je pense que c'est une très bonne chose de la part de Sean Brady. Les amis, avant de passer à la suite, sachez que j'ai ouvert un Patreon
totalement gratuit, il n'y a rien de payant. Pourquoi? Parce que vous l'avez sûrement remarqué, depuis quelques semaines, je suis un peu moins actif sur YouTube. Tout simplement, je manque de temps et c'est pas forcément d'aller chercher les informations et de vous les transmettre, c'est surtout le montage vidéo, le montage de la miniature, etc. qui me prend beaucoup de temps. 20 minutes de vidéo, t'as tout de suite pas loin d'une heure de montage, parfois plus, si je dois aller chercher des vidéos sur les combattants, etc. Patreon, ça me permet de faire des podcasts. Ça sort de YouTube aussi. YouTube, ça reste la vitrine avec le format à 17h. Je pense qu'on va plutôt être sur du 2 fois par semaine dans les semaines qui viennent. Des formats short aussi, ça c'est plutôt rapide à faire, c'est pas mal. Et par contre, si vous me suivez sur Patreon, c'est gratuit, encore une fois. Vous pouvez m'écouter en podcast avec l'écran verrouillé, c'est plutôt pas mal. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas YouTube Premium, c'est mon cas d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, suivez-moi sur Patreon. Et rien n'est payant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'expérimente. Je me vois pas vous demander de payer un abonnement mensuel sur Patreon, tout ça pour que dans 15 jours, 3 semaines, je vous dise bah écoutez, ça fonctionne pas, on revient à l'ancienne formule. Donc si les choses devaient devenir payantes un jour sur Patreon, c'est que tout ça sera bien huilé, qu'il y aura du format quotidien sur Patreon, et puis ce sera pas avant, je pense, très honnêtement, la fin de l'année. Donc pour l'instant, c'est gratuit, c'est sur Patreon. C'est du podcast et ça me permet aussi de passer un peu à autre chose. Parfois, pourquoi pas parler de certains films de combat, de parler d'autres choses, hein. Encore une fois, parfois, j'aimerais en dire un peu plus sur les combats, un peu plus sur l'actualité, mais je sais que parfois, juste 1 minute de plus sur un sujet, avec beaucoup de détails, c'est 10 voire 15 minutes de plus de montage. Donc tout ça, il faut le réfléchir en amont et je me restreins un peu. Donc Patreon, le moment MMA, vous allez reconnaître mon image de profil. Et puis n'hésitez pas, le lien sera bien sûr dans la description. Et tout de suite, on passe à la suite de cette vidéo. Et la suite, elle concerne Dustin Poirier. Depuis plusieurs semaines, on savait qu'il y avait de fortes chances qu'il fasse ses adieux chez lui en Louisiane. C'est maintenant officiel, ce sera le 19 juillet prochain, face à quelqu'un qu'il connaît bien, Max Holloway. La petite histoire assez drôle, c'est qu'il a été le premier combat de l'Hawaïen à l'UFC, c'était en 2012. D'ailleurs, il l'avait battu par soumission, et on était à l'époque chez les poids plumes. Ensuite, il s'était recroisé chez les poids légers, c'était en 2019, pour la ceinture intérim de la catégorie, et Holloway, au même moment, détenait le titre incontesté des poids plumes, et c'est de nouveau Poirier qui était reparti avec la victoire, mais cette fois à la décision. Forcément, le 19 juillet prochain, ce sera chez les poids légers. À la base, Dustin Poirier avait demandé Justin Gaethje, parce qu'ils étaient à un partout, une victoire de chaque côté, une victoire avant la limite en plus, mais l'UFC a préféré Max Holloway. Et il faut savoir aussi que Dustin Poirier, quand il a appris que Ilia Topuria montait chez les poids légers, il avait envoyé un message au matchmaker de l'UFC en leur demandant quel était le projet pour Topuria. Il avait commencé à se placer, maintenant il n'y avait pas eu de retour de la part de la promotion, donc il a laissé tomber. On lui a aussi fait remarquer que la première fois qu'ils se sont affrontés chez les poids légers, donc c'était leur deuxième combat en 2019, le gros souci pour Max Holloway, ça avait été de gérer la montée de poids, la prise de poids. On avait senti un gros écart de puissance, un gros écart de gabarit, ce qui n'a pas été le cas la dernière fois que Holloway a combattu chez les légers, à savoir contre Justin Gaethje pour la BMF. Là, Holloway était au top de sa forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Dustin Poirier est d'accord, c'est vrai que ce problème n'existe plus apparemment pour Max Holloway, et le combat contre Gaethje en est la preuve. Il nous apprend aussi, Dustin Poirier, que c'est lui qui a fait savoir à l'UFC qu'il voulait se retirer chez lui en Louisiane. L'UFC lui offre ça et il en est forcément très reconnaissant. L'idéal ce soir-là, ce serait de gagner sans prendre un seul coup et de rentrer chez lui intact. Maintenant, il s'attend à une guerre et il le dit aussi, je vais me planter au centre de la cage et je vais échanger avec Max Holloway. Très sincèrement, c'est tout ce qu'on demande. Et bien sûr, Dustin Poirier, il rêve de devenir Hall of Famer. Encore une fois, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Il a aussi expliqué qu'il aurait pu continuer de combattre pendant encore plusieurs années, mais si ce n'est pas pour le titre, alors pourquoi continuer? C'est vrai qu'avoir échoué 3 fois à la ceinture incontestée, on a l'impression qu'il n'y en aura pas une quatrième. Je peux comprendre Dustin Poirier. Et puis, étant en bonne santé, hein, il pense aussi que c'est peut-être le bon moment de mettre un clap de fin à sa carrière et de pouvoir profiter de sa retraite comme il se doit. Il déclare aussi toujours aimer le sport, suivre ce qui se passe semaine après semaine, donc pourquoi pas poursuivre la carrière qu'il a démarrée de commentateur. Ce serait un projet, je pense, bien beau pour lui.
On passe maintenant au sujet Israël Adesanya. Vous le savez, on en parle souvent, certains combattants hésitent à rejoindre l'UFC parce qu'on leur propose un contrat de base pour leur premier combat qui est de 10 000 dollars pour combattre et 10 000 dollars pour la victoire. C'est le cas pour la plupart des combattants. On en a parlé avec Pimblet il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait repoussé son arrivée dans la Big League pour cette raison. Sachez que ça n'a pas été le cas pour le Néo-Zélandais qui a tout de suite fait 6 chiffres, donc on comprend au moins 100 000 dollars. Bon, c'était quand même quelqu'un dans le monde du kickboxing, quelqu'un d'assez populaire en plus. En France, je pense qu'on ne s'en rend pas trop compte, mais du côté de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et sur le marché asiatique aussi, son nom était très connu, donc ça a forcément pesé dans la balance. Donc il a fait minimum 100 000 dollars et en plus ce jour-là, il est reparti avec le bonus de 50 000. Plutôt une belle opération pour lui. Je vous en ai parlé plusieurs fois, Mateusz Gamrot voulait revenir, il se prépare depuis le mois de janvier très sérieusement, il voulait un gros nom, quelqu'un qui lui permettait de rester dans les conversations très intéressantes, il avait évoqué le cas Benel Dariush, une revanche, pourquoi pas. Sachez qu'il va affronter le 31 mai prochain à Las Vegas Ludovic Klein. Je pense que ce n'est pas le nom qu'il voulait, mais on sait, il n'est pas dans les petits papiers de l'UFC, donc c'est comme ça, un adversaire non classé, alors que lui est numéro 10 dans la catégorie, un adversaire invaincu depuis 7 combats. Faut savoir qu'il y a eu un draw dans les 7 combats, un record total de 23 victoires pour 4 défaites pour Ludovic Klein, pardon. Donc voilà, je pense que Mateusz Gamrot a beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans ce combat. Défaite interdite pour lui, même si je pense que la ceinture s'éloigne combat après combat malheureusement. Espérons que tout se passe bien pour lui. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais en tout cas maintenant c'est officiel. Raphaël Fiziev va affronter Bahamondes à Bakou, donc ce sera l'événement du 21 juin prochain. Namajunas contre Maverick, ça aura lieu le 14 juin en co-main event. Et le main event de cette carte sera Kamaru Usman, l'ancien champion, de retour face à Joaquin Buckley. On aura l'occasion d'en parler parce que Buckley a fait justement une petite interview dans laquelle il parle de sa situation, de pourquoi il a voulu affronter Usman, etc. Ça viendra dans la semaine. Pourquoi pas sur Patreon? N'hésitez pas à me rejoindre, j'insiste. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Donc votre main event du 14 juin, ce sera Kamaru Usman contre Joaquin Buckley. Et là, quelque chose qui ressemble beaucoup à une blague. Ce week-end, on avait le KSW avec 2 anciens strongman, les sports de force qui se sont affrontés. Alors, on avait d'un côté Mariusz Pudzianowski et de l'autre Eddie Hall. Il faut savoir que Eddie Hall s'est imposé. Et avant le combat, le co-président du KSW avait déclaré que le vainqueur de ce combat pourrait pourquoi pas faire face à Francis Ngannou. Alors là, clairement, je pense que si tu veux un highlight KO qui tourne sur les réseaux pendant des mois et des mois, mets en place ce combat. Très sincèrement, je suis pas sûr que Francis Ngannou soit intéressé. Je pense qu'il espère des noms un peu plus ronflants, surtout qu'en boxe anglaise, on le sait, il peut avoir l'élite, en tout cas des très très gros noms. Franchement, faire du MMA contre un de ces deux gars-là, je leur enlève rien, c'est des sportifs de très haut niveau. Ils ont le courage maintenant d'aller au MMA. Eddie Hall a fait un petit détour par la boxe anglaise, mais ça n'est clairement pas du calibre du Predator. J'espère pour le coup qu'on ne verra pas ce genre de combat. La transition est parfaite entre le MMA et la boxe avec Francis Ngannou. Et sachez que Alexander Usyk va affronter Dubois. Ça aura lieu à Wembley le 19 juillet prochain. John Jones, on parle de son retour petit à petit contre Thomas Spinal. Lui, en tout cas, il poste des vidéos sur les réseaux sociaux. Il tourne pour des pubs. Je vous envoie ça à l'écran. Ça me fait rire, John Jones, sa communication, parce que je vois toujours une sorte de second degré. Tout le monde parle de son retour en MMA. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Et bah lui, il fait tout l'inverse. Il nous montre qu'il est très occupé. Et j'en parlais avec un ami hier qui suit le MMA de très loin. Et je lui disais, tu sais, je suis pas étonné. Si John Jones a déjà la date du combat, qu'il va se préparer petit à petit et que ça va tomber peut-être un mois avant l'échéance pour Thomas Spinal, histoire de le mettre au pied du mur, histoire de continuer cette guerre mentale déjà entamée. John Jones, il est très particulier, on le sait. En plus, l'UFC l'aime beaucoup, donc il pourrait être dans le coup. Je veux pas être complotiste, mais c'est quelque chose, à mon avis, qui n'est pas impossible. Et on finit avec une autre blague, elle est signée notre ami Renato Moicano qui nous poste cette photo de Bryce Mitchell en nous disant que c'est très certainement lui qui sera le nouveau pape. Je vous le dis quand même, Renato Moicano ne peut pas être accusé d'être anti-catholicisme puisque c'est un catholique très pratiquant, très fier, il en parle à de nombreuses reprises. C'est juste la blague qui m'a fait sourire, on connaît Bryce Mitchell pour ses phrases, il en fait toujours un peu trop, il est toujours un peu dans l'excès. J'ai vu ça, ça m'a fait sourire, donc je vous le partage.
Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Minute auditeur assez rapide aujourd'hui, mais avec Michael l'affineur qui me dit: si Makachev monte, pourquoi la ceinture entre Topuria et Oliveira serait intérimaire? Soit il monte avec sa ceinture pour être double champion, et donc pas de ceinture intérimaire, soit il fait comme Topuria et laisse sa ceinture vacante, et du coup, toujours pas de ceinture intérimaire. Il n'y a aucune raison que l'UFC sorte une ceinture intérimaire pour cette catégorie à l'heure actuelle. Ma réponse, elle est assez simple, c'est seulement du business. C'est histoire d'avoir un gars avec sa double ceinture s'il arrivait à devenir champion chez les welter et d'avoir un combat entre Topuria et Oliveira qui ait un peu plus de sens aux yeux du grand public avec une ceinture, même si elle est intérimaire. Je ne vois pas vraiment d'autres réponses, hein. C'est ce que les gens disaient dans les commentaires en général. C'est 100% du business d'après moi. Les amis, merci d'avoir suivi. Vous excuserez ma voix un peu cassée, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. On dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. J'ai été un peu trop confiant, je pense. J'ai été sanctionné, mais ça va mieux. Le week-end a été un peu dur, mais on est de retour. N'hésitez pas, je vous le dis, à aller sur Patreon, c'est gratuit, ce sera du podcast, écran verrouillé, il n'y aura pas de souci. On pourra parler un peu plus, parler un peu d'autre chose, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté Patreon pour avoir plus de contenu. Et sur YouTube, ce sera peut-être du 2 fois la semaine, des formats longs à 17h, on change pas la formule. Et les formats courts, c'est bien, ça permet de toucher une autre audience. La communauté continue de grandir, je vous en remercie. Et je vous remercie aussi pour notre ami du UFC Analyse et Pronostic qui enfin a touché la barre symbolique des 1000 abonnés et le début de la monétisation. YouTube te met toujours un peu plus en avant quand c'est comme ça aussi, donc félicitations à lui. Et merci à vous de l'avoir suivi, ça fait toujours très plaisir. Si ce n'est pas fait, allez le découvrir et vous ne serez pas déçus. Passez tous une très bonne soirée, on se retrouve très rapidement. C'était le moment MMA, prenez soin de vous, salut.